Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors que sait-on à l'heure qu'il est de ce qui s'est produit au-dessus de la mer Noire? Eh bien cet incident s'est produit tôt ce matin, aux alentours de 7 h du matin, au-dessus de la mer Noire. Vous le voyez, un drone américain, un MQ-9, un Reaper MQ-9 comme celui-ci, est entré en collision avec un Sukhoi 27 de l'armée russe. Le voici. Selon le commandement américain en Europe, qui a rédigé ce soir un rapport sur cet incident, le drone avait été repéré par 2 Sukhoi 27 russes qui l'ont pris en chasse au-dessus de la mer Noire pour le neutraliser. Les 2 avions russes ont ensuite largué du carburant sur le drone américain pour le déstabiliser. Ils se sont ensuite rapprochés du drone. C'est lors de cette opération que l'un des 2 avions russes a percuté l'hélice du drone américain. Le drone s'est ensuite écrasé en mer Noire. Larguer du carburant, on y reviendra. Parce qu'encore une fois, on a du mal à comprendre cette manœuvre. Ça ressemble presque à une bataille aérienne qu'on imagine quand on est très jeune. Et tiens, je te largue du carburant sur ton appareil. Que faisait ce drone américain au-dessus de la mer Noire, Quentin? Eh bien, il effectuait des opérations de routine, selon James Ecker, le commandant des forces armées américaines en Europe et en Afrique. Alors, on sait que ce drone, le Reaper MQ-9, est un appareil de surveillance. Il peut aller jusqu'à 335 km/h. Il est équipé de nombreux capteurs ultramodernes, notamment des radars. Mais également, il faut savoir que ce drone américain a la capacité d'avoir plusieurs types d'armements, notamment des bombes à guidage laser. On ne sait pas si lors de cet incident, il était équipé de ces bombes. Le Pentagone a réagi ce soir. John Kirby, le porte-parole de la défense américaine, dénonce un acte irréfléchi. Il insiste, les drones américains continueront d'opérer dans l'espace aérien international. Nous appelons les Russes à se comporter de manière professionnelle. Pour le moment, Moscou n'a pas réagi. Merci Quentin. Vous revenez vers nous quand il y a d'autres éléments plus tard. Arrêtons-nous d'abord sur cette manière de larguer du carburant sur le drone. C'est une manière d'essayer... Est-ce qu'on peut imaginer que cet avion de chasse a essayé d'atteindre le drone, de le déstabiliser, de le faire tomber en larguant du carburant, et que, voyant qu'il n'y parvenait pas, du coup s'est attaqué, entre guillemets, à son hélice? Oui, c'est possible. C'est possible qu'ils aient cherché effectivement à le déstabiliser avec la masse de carburant qui tombait sur ce drone. A priori, ça ne l'a pas fait. Ils ont dû s'en rapprocher. Et au moment où ils s'en rapprochaient, sans doute une des ailes a touché effectivement une partie du drone. Sans doute l'hélice à l'arrière qui est un peu en position, extérieure. Voilà, c'est possible. Et donc, il a cherché à le déstabiliser avec son aile. Et au lieu de déstabiliser, il a touché l'hélice qui a été endommagée. Et donc, les Américains ont fait en sorte de détruire leur drone en vol, qui s'est donc abîmé en mer Noire. Petit détail au passage, tout drone est équipé d'explosifs qu'on peut activer à distance. Non, je crois pas. Comment est-ce qu'on détruit son propre drone? On le fait plonger directement. On le fait plonger vers la mer. D'accord. Alors, est-ce que vous avez déjà observé, ou est-ce que vous avez en mémoire un précédent où un avion aurait tenté de larguer du carburant à plusieurs reprises, semble-t-il, pour déstabiliser une cible? Non, mais ça se fait quand les avions sont trop lourds pour se poser. Oui, mais là, pas pour viser une cible. Non, utiliser du carburant comme arme, non. Si on pouvait enflammer le carburant, oui. Mais parce qu'effectivement, vous feriez une sorte de... Je crois même que des choses ont dû être testées comme ça pendant la bataille d'Angleterre ou à des moments. Mais c'était du bricolage. Non, là, c'est une manœuvre... C'est surtout, je pense... Ce sont des gros... Il faut comprendre que les Sukhoi 27, c'est des gros avions de chasse. Et donc, ça déplace des grosses masses d'air. Et si vous vous mettez devant... juste devant un drone, qui est quand même un engin... un drone, c'est quand même plutôt un planeur. Ça a un moteur pas très puissant. Et donc, vous créez des turbulences. Vous voyez, comme sur une piste d'aéroport, on attend toujours que l'avion précédent ait décollé de plusieurs minutes, quand c'est des très très gros, parce que ça fait beaucoup de remous. Donc, vous pouvez le déstabiliser comme ça. Alors, c'est vrai que peut-être avec du carburant, j'en sais rien, mais c'est surtout ça. Vous pouvez essayer de déstabiliser un avion léger,
malgré tout léger par rapport à un chasseur avec les turbulences de votre réacteur. Mais bon, c'est une manœuvre, je ne sais pas ce qu'ils ont fait Bon, voilà, on attend des informations nouvelles, beaucoup de bruit, mais ce qui retient l'attention malgré tout, c'est dédramatisé par les autorités américaines. Les autorités russes n'ont pas encore réagi. Ce qui retient l'attention, c'est que c'est le premier incident militaire direct entre les États-Unis et la Russie depuis le début de cette guerre. En ce sens, on a tendance à se dire, ça n'est pas anodin, mais ça contraste avec la tonalité de la réaction américaine qui dédramatise, qui ne parle pas d'un acte de guerre, qui parle d'un acte irréfléchi, qui montre l'incompétence, encore une fois, c'est ce que disait John Kirby. Oui. Une sorte de décalage, vous voyez ce que je veux dire? Mais je pense que des incidents, il y en a eu sans que les Américains n'en fassent part. Là, effectivement, comme leurs drones, ils ont fait en sorte que leurs drones se crachent sans doute en mer Noire. Ils en ont parlé. Mais il y a d'autres incidents qui sont tus par les deux parties. Absolument, quand les frégates, certaines frégates éclairent, j'allais dire, une frégate d'un pays un peu potentiellement adverse. C'est ce qui est fait, même chose avec les avions. Donc en fait, des incidents, on en a parlé tout à l'heure, ça arrive. Mais jusqu'à ce point-là, de fait, ça n'était jamais arrivé. C'est-à-dire que là, avec un incident, avec un crash d'un drone, ça n'était pas arrivé. Parce que la conséquence est celle-là. Bon. John Kirby continue à s'exprimer alors qu'il est. Il vient de dire, pardon Isabelle, je vous donne la parole, il vient de dire si le message russe est de nous dissuader d'opérer dans les eaux internationales à des fins de surveillance, n'y comptez pas. Oui, non, mais les Américains réaffirment leur politique avec fermeté. Ils ont une politique d'aide à l'Ukraine jusqu'au bout qui ne change pas. Par contre, ils ont une ligne rouge absolue. Joe Biden commence tous ses discours sur l'Ukraine en disant « Je ne serai pas le président américain qui déclenchera la Troisième Guerre mondiale ». Donc la ligne rouge, c'est pas de contact direct entre des troupes américaines, d'ailleurs occidentales, et des troupes russes, que ce soit en mer, que ce soit sur terre ou que ce soit dans le ciel. Donc il est évident que quand ça arrive par inadvertance ou que c'est pas non plus très grave parce que y a pas de mort, c'est pas, eh ben je veux dire la seule politique américaine et heureusement d'ailleurs ils vont pas faire monter l'escalade, ce serait complètement contre-productif à la fois pour les Ukrainiens, les Américains et tout le monde. Donc leur seule politique aujourd'hui, c'est de jouer l'apaisement et même de diminuer l'importance symbolique de cet incident. Question simple, est-ce que c'est un acte illégal ? Est-ce que c'est un acte légal ou illégal au regard du droit international? On est dans les eaux internationales. Voilà ce qu'indique également John Kirby. La mer Noire n'appartient pas à une nation en particulier. Nous continuerons à faire ce qui est nécessaire pour assurer notre sécurité nationale dans cette partie du monde. D'un point de vue strictement juridique, c'est un acte illégal. Oui, un comportement agressif sur un appareil volant dans l'espace international, c'est illégal. Voilà. C'est tout à fait légal d'y être, à la fois pour les Russes et pour les Américains. Mais avoir un comportement agressif, volontairement agressif, contre un appareil piloté, piloté à distance, parce que c'est quand même, il n'y a pas de pilote à bord, mais l'appareil est piloté. Oui, c'est un acte, c'est illégal. On n'a pas le droit d'être agressif dans l'espace aérien international. D'une certaine manière, on joue pas à ça, parce que ça voudrait dire que demain n'importe qui peut aller s'approcher d'un Airbus A320 qui fait une liaison. On peut aller le voir à 15 mètres, jouer devant, faire des turbulences pour essayer de le tester. Oui, non, c'est illégal. Il y a des règles de circuit. D'ailleurs, tous ces vols, c'est intéressant. Tous ces vols sont déclarés. On peut les suivre sur les sites Flight Radar et toutes ces choses-là. Les vols de drones aussi déposés, bien sûr. Alors les vols de drones, oui, je crois. En tout cas, beaucoup de vols de renseignement, les gros appareils de renseignement, les RC-135, ces gros Boeing bourrés de capteurs. On peut très bien les suivre parce que ils sont dans un espace que peuvent emprunter des avions civils. On est dans un Alors il y en a assez peu qui volent là, mais rien n'interdit aux avions civils de voler dans ces zones. On n'est pas sur c'est pas un théâtre de guerre. La mer Noire n'est pas un théâtre de guerre. On ne vole pas au-dessus de l'espace, dans l'espace aérien, au-dessus du Donbass, ça c'est sûr. Mais là, oui, il peut y avoir des vols. Hein. Bon, alors on les évite, hein, évidemment. Mais
Elena? Pour moi qui écoute à longueur de journée quand même les chaînes de télévision russes, cela ne m'évoque qu'une chose, parce que les propagandistes russes n'ont qu'un mot à la bouche, c'est les États-Unis nous font la guerre, les États-Unis veulent nous faire la guerre, les États-Unis sont dans une guerre contre la Russie en Ukraine. Enfin, en réalité, ça nous montre tout ceci juste à quel point ces discours sont mensongers et biaisés et faux, parce que en réalité, si les États-Unis voulaient faire la guerre à la Russie, c'est ce genre d'incident, mais c'est Ça va servir à la propagande. oui, non, mais c'est exactement le prétexte. Voilà, c'est juste, s'il fallait le redire encore une fois, pour dire que cette théorie du fait que c'est les États-Unis qui agressent et la Russie qui se défend, en tout cas, vu de Russie, c'est complètement à côté de la plaque. On est en train de guetter les réactions de la télé russe également. Ça va sans doute pas traîner. Et évidemment, on ne manquera pas de vous les montrer. Vous vouliez ajouter quelque chose, Général? Non, mais ce que disait Léna est tout à fait juste. C'est-à-dire que ça montre, parce qu'ils vont s'en servir comme ça, les Américains ont cherché à pénétrer notre espace aérien. Nous nous sommes défendus, voire pire, on cherchait à nous attaquer, on cherchait à attaquer 2 de nos avions. Vous vous attendez à ce discours-là? Ah oui. Oui. Ils sont entrés dans notre espace aérien. Oui, quelque chose comme ça, où ils cherchaient à entrer dans notre espace aérien. Oui. Avec, ils avaient une attitude agressive. Un drone qui avait une attitude agressive, il était armé, en mesure de se servir de ses missiles ou de ses armes. Bon. Si vous voulez, ce qui est très frappant dans toutes les analyses du conflit, alors je suis très gêné, très embêté, parce que je suis très décalé, j'en suis conscient par rapport à l'opinion commune des médias. Et j'ai toujours peur d'avoir l'air d'une brute insensible aux souffrances du peuple ukrainien, dont je suis parfaitement conscient. Mais les gens ne voient pas que désormais, la guerre, fondamentalement, n'est plus, ou n'a jamais été d'ailleurs, une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Pour la Russie, l'Ukraine, techniquement, est un problème mineur, et ils prennent leur temps. Il était en fait déjà très clair quand Poutine a annoncé ce que moi j'appelle une invasion et non pas une opération militaire spéciale, c'était un défi à l'OTAN et aux États-Unis, et pas simplement à l'Ukraine. Et là, il disait, nous sommes suffisamment forts pour rectifier, mettons, nos frontières. L'objectif n'a pas été atteint par Vladimir Poutine, d'ailleurs. Non, je dirais que pour le moment, l'objectif n'a pas été atteint, mais je voudrais vraiment dire que il y a un autre objectif beaucoup plus important qui a été atteint, c'est que les Occidentaux, qui en mon sens, je le dis, comme Mearsheimer, ont provoqué cette guerre, pensaient vraiment... Provoquer cette guerre? Mais oui, bien sûr, bien sûr. L'agresseur, c'est quand même Vladimir Poutine. Comment dire? C'est pas important. Je veux dire, je peux pas... J'ai déjà répondu à ces questions, et c'est pour ça que j'ai dit, je pense, comme Mearsheimer, comme une certaine école. Donc je répète l'argument, pour montrer que je ne me défile pas, je répète l'argument de Mearsheimer, c'est la Russie avait annoncé qu'elle ne tolérerait pas une Ukraine membre de l'OTAN. L'Ukraine était de facto membre de l'OTAN parce que son armée était réorganisée par les Américains, les Anglais et les Polonais. Et la Russie a fait une guerre préventive, ou fait une guerre de son point de vue préventive. Moi, j'accepte ça. Je n'aime pas la guerre, mais j'accepte ça. Mais pour moi, ce que je voulais dire, ce qui est très important, c'est que je crois que les Américains ont plus ou moins été dans la situation de provocateurs, donc provoquant cette guerre, poussant les Russes, les adossant et les forçant ça. Mais, parce qu'ils avaient, les néoconservateurs américains, travaillé avec l'hypothèse que la mécanique des sanctions allait détruire la Russie. Les Russes se pensaient suffisamment forts pour résister un peu aux sanctions. Mais ce qui s'est passé est tout à fait autre chose. C'est que la Russie a beaucoup mieux résisté aux sanctions qu'on l'imaginait. Sa croissance reprend. Et en revanche, on est en train de constater, les sociétés occidentales néolibérales, et qui ont fait toutes les bonnes réformes qu'il fallait, etc., sont en train de constater qu'elles n'ont plus l'appareil industriel pour fournir des obus à l'Ukraine. Et maintenant, l'enjeu, les gens disent, il ne faut pas humilier Poutine. Enfin, les gens sont dans une sorte de rêve. Mais la vérité, c'est que maintenant, à mon avis, depuis que la Chine a compris que la Russie avait de larges chances de s'en sortir et est en train d'entrer dans le jeu avec sa base industrielle, je veux dire, c'est l'OTAN qu'il s'agit d'abattre pour les Russes maintenant. Les gens n'ont pas compris
le niveau des enjeux. On va y revenir. Ce qui est très intéressant dans votre point de vue sur le conflit ukrainien, c'est que vous dites, et ce que disait Alexandre Devecchio, tout le monde s'est trompé, à commencer par les Russes, mais aussi ceux qui ont cru qu'ils avaient une armée forte et une économie faible. Oui. Et vous dites c'est l'inverse. Oui. Alors, question d'un internaute, justement, en commentaire à votre interview. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que la valeur du rouble n'est pas aujourd'hui surestimée ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous voyez, c'est ça. Le problème, c'est que quand je parle d'une guerre qui nous mène à la vérité. Donc, on part dans cette guerre et on mesure, c'est ce que les Occidentaux avaient en tête. Le PIB, produit intérieur brut russe, c'est 3% du PIB occidental. D'accord ? Et donc, comment est-ce que cette économie pourrait tenir ? Mais une fois qu'on a vu que le PIB ne représente, ça va être des avocats surpayés aux États-Unis, des médecins surpayés, avec d'ailleurs une mortalité qui augmente. Et si en Russie, il y a une capacité de production industrielle, agricole, qui est en ascension rapide, ce qu'on aura au final, c'est plus des chiffres, des choses financières, c'est des capacités de production. C'est ça la guerre. Et en ce sens, cette guerre devient un immense test de vérité sur, je dirais, le résultat du néolibéralisme. On attendait un effondrement de la Russie. C'est l'Angleterre qui est en train de s'effondrer. C'est quand même surprenant. Alors, est-ce que c'est pas lié forcément à la guerre en Ukraine ? C'est-à-dire que la guerre en Ukraine... Les opposants au Brexit disent que c'est lié au Brexit. Je sais qu'on doit dire ça, c'est clair. Alors là, par contre, je suis tout à fait prêt à reconnaître une erreur sur le Brexit. Moi, je pensais que le Brexit pouvait bien se passer, j'étais plutôt pour. J'admets que j'avais pas du tout anticipé ou compris les motivations des conservateurs anglais. Je n'avais surtout pas pris conscience du degré d'insuffisance de la base industrielle des Anglais, etc. Mais la vérité de la situation de l'Angleterre actuelle, c'est pour moi un drame personnel. L'Angleterre est un pays que d'habitude je ne critique jamais. Ça fait 50 ans que je me trompe sur l'Angleterre. Je suis en train de m'excuser de l'avoir fait. Donc peut-être que les Anglais vont remonter si vous non, voyez, excusez, mais si vous voulez, la destruction d'un appareil industriel, c'est un processus de très très longue durée. Et ça avait même commencé en fait avant Thatcher, mais ça a été dramatisé par le... Et les gens vont dire que c'est l'échec du Brexit, mais la vérité, c'est que c'est l'échec du néolibéralisme. Et que l'incapacité des Américains... Les Américains n'ont pas fait le Brexit. Ouais. Eux non plus n'arrivent plus à produire des armements en quantité suffisante. Comment vous définissez le néolibéralisme ? Peut-être, on n'est pas tout à fait sûr pour les États-Unis. Comment vous définissez le néolibéralisme ? Le néolibéralisme, c'est cette espèce de détestation de l'État, de dénonciation de l'État en tant que déresponsabilisant les citoyens, rendant inefficace, paralysant la société et insistant pour l'établissement partout de concurrence pure et parfaite sur des marchés ou situation dans laquelle le marché lui-même devient un instrument de discipline plus terrible que l'État d'avant. Et avec cette idée, le truc de Thatcher, there is no such thing as society, c'est-à-dire la société, ça n'existe pas, c'est-à-dire qu'il n'y a que des individus rationnels sur un marché, il n'y a pas de croyance collective, de société qui permet aux gens d'agir ensemble. Et ce qu'on est en train de mesurer, c'est que la puissance de l'Amérique a été dévastée par sa propre idéologie. Et quant à l'Angleterre, mais j'ai envie de pleurer quand j'y pense. On va revenir sur la guerre en Ukraine et justement sur les Chinois. D'abord, votre plan de paix, votre point de vue sur le plan de paix chinois. Vous disiez le 4 février dans un entretien vidéo pour Olivier Berruyer, à la minute où les Américains diront que la Chine aide la Russie, le monde entier saura que les États-Unis ont perdu la guerre. Qu'est-ce qui vous fait avoir cette intuition et est-ce qu'elle est d'ores et déjà confirmée ? Alors, d'abord le plan de paix chinois. Les gens sont très déçus par le plan de paix chinois, mais en fait les Chinois n'ont jamais dit qu'il avait un plan de paix. Je sais qu'après la conférence de Munich, toute la presse occidentale, qui est un peu affolée en ce moment, il y a un véritable affolement, a dit oui, les Chinois vont présenter un plan de paix. Non, c'était un truc de position, etc. Et ce qui affolait les gens, c'était de voir la Chine sortir de son rôle d'observateur distant et commencer d'occuper sa véritable place
dans le système mondial. Et donc, on l'a souvent critiqué pour ne pas la tenir, d'ailleurs. Comment ? On l'a souvent critiqué pour ne pas la tenir. Maintenant, ça vient. Moi, je pense que ce qui se passe actuellement, mais ça n'est pas vrai simplement pour la Chine, c'est qu'au début, tout le monde a été un peu... honnêtement, la guerre nous a tous mis dans un état de stupéfaction. C'est vraiment... c'est un vrai choc pour tout le monde. Pour les russophobes, pour les russophiles, pour les gens comme moi qui ne pensent qu'à se battre pour le pluralisme de l'opinion dans son propre pays. C'est pour ça que je le dis. Et au début, on attendait, comme vous l'avez rappelé, des performances militaires extraordinaires de l'armée russe qui ne sont pas arrivées, première surprise, et puis un effondrement de l'économie russe qui n'est pas non plus arrivé. Et ce qui s'est passé pour moi sur le plan économique, qui permet à la Russie de s'installer dans la guerre, est beaucoup plus important. Et le monde entier, donc les Russes prennent confiance. Je ne pense pas du tout qu'ils ont intérêt à arrêter la guerre, personnellement. Et surtout, le monde se rend compte que s'engager du côté des Russes, c'est beaucoup moins dangereux qu'ils n'imaginaient. C'est-à-dire qu'il y a un effet de ralliement de l'ensemble du camp anti-occidental derrière les Russes, maintenant qu'ils avaient fait la preuve qu'ils pouvaient tenir le coup. C'est ça qui est le véritable... Alors, la Chine, si vous voulez, le problème, c'est que la guerre d'attrition, c'est des morts, il y a l'attrition en termes de pertes. Et donc là, les Russes sont très économes, ils font très attention, contrairement à ce qu'on dit, parce que la Russie a un vrai problème démographique. Et à mon avis, dans 5 ans, ils ne pourront plus faire cette guerre parce qu'ils vont avoir des classes creuses. Je dirais que les Chinois aussi vont avoir des problèmes de classes creuses dans un certain temps. Et puis, il y a l'attrition sur le plan industriel. Et là, partez de la Deuxième Guerre mondiale. C'était quoi la force de l'Amérique et la force du camp occidental? C'est que l'industrie américaine, dans la Deuxième Guerre mondiale, c'était la moitié de la production industrielle mondiale. Donc à partir du moment où les États-Unis sont entrés en guerre, c'était terminé. Les Allemands avaient perdu. Et là, vous prenez la production de machines-outils dans le monde. La Chine, c'est 30% des machines-outils. Le Japon, 15%. L'Allemagne, 14 ou 15. Et l'Amérique se bat pour la 4e place avec l'Italie, à 7 ou 8%. C'est-à-dire que l'Amérique n'a plus la base industrielle. Et la France... non, elle n'est même pas dans les... dans la course. Alors que elle est même pas dans une puissance industrielle. Comment? Alors que ça a été une puissance industrielle. Oui, mais c'est ce qui est arrivé à l'industrie française, les catastrophiques. Donc, à partir du moment où on se dit que la Chine pourrait devenir l'arsenal des autocraties, comme l'Amérique a été l'arsenal des démocraties, on voit où on va. Est-ce que, comme l'évoque Michel de Gégère, le directeur du Figaro Histoire, dans son dernier livre, La mélancolie d'Athéna, les deux puissances ne sont pas dans le paradoxe de Thucydide, et que le vainqueur, soit les Russes, soit les Américains, ce sera de toute façon une victoire à la Pyrrhus et un affaiblissement du bloc Occident-Russie au profit de la Chine? Non, je pense qu'on va tous être perdants dans cette histoire. C'est-à-dire que si vous prenez les deux guerres mondiales vraiment sanglantes, la première et la deuxième, ça se passait dans une période de l'histoire où toutes les populations étaient en croissance rapide. C'est-à-dire la croissance de la population. Il n'y a que la France qui croissait lentement parce qu'elle avait eu une baisse de fécondité un siècle avant tous les autres. Mais les populations anglaises, allemandes, russes encore plus, augmentaient, japonaises, etc. Et ça permet d'expliquer pourquoi ces pays, après des guerres qui avaient fait des millions de morts, des hécatombes, Verdun, Stalingrad, enfin c'était des boucheries, des vrais, pas comme à une échelle incommensurable par rapport à ce qui se passe à Bakhmout en ce moment. Mais après la guerre, Deuxième Guerre mondiale, après ce demi-siècle d'épuisement, tous ces pays ont été capables de faire des 30 glorieuses d'un genre ou d'un autre. Là, alors, ce qui a mené à la guerre, c'était que les pays progressaient à des vitesses différentes et se faisaient peur. Donc l'Angleterre avait peur des Allemands, les Allemands avaient peur des Russes, et donc ces déséquilibres mené à l'attitude allemande. Donc il faut qu'on se débarrasse des Russes et des Français avant qu'il soit trop tard. Les Anglais, on doit se débarrasser de la flotte allemande, des trucs comme ça. Maintenant, on a un paradoxe. C'est-à-dire que c'est vrai que les rapports de force entre les nations évoluent très vite, ce rapport industriel, mais dans un contexte de dépression démographique. C'est-à-dire que tous les rapports de force changent, mais la plupart des populations des pays avancés vont diminuer, sauf celles des États-Unis, qui continuent à augmenter, mais qui sont remplis de consommateurs plutôt que de producteurs. Donc quand ça sera fini, tout le monde sera perdant et tout le monde sera épuisé.
Ça serait ça la bonne raison de discuter et de s'entendre. Est-ce que la grande faiblesse de l'Occident, finalement, ne tient pas dans la faiblesse, j'aperçois votre réponse, hein, de ce concept qui vous est cher, c'est-à-dire les structures familiales? Non, mais oui, c'est-à-dire qu'on voit, ça m'a tout de suite frappé quand j'ai vu les cartes des votes à l'ONU, les gens qui ne soutenaient pas les Occidentaux. C'est à quel point l'Occident, c'était juste l'Europe, l'anglosphère, l'Angleterre, le Canada, les États-Unis, etc., et puis le Japon et la Corée, c'est-à-dire un tout petit monde. Le monde, je veux dire, qui pour moi, anthropologue, est un monde très particulier. C'est un monde traditionnellement assez féministe, contrairement à ce que certains pensent. Le féminisme, où la situation élevée des femmes est ancien, individualiste, pris dans des évolutions sociétales que j'approuve, en gros, et qui ne me gênent pas, puisque je suis un occidental. Il ne faut pas se raconter qu'on est autre chose que ce qu'on est, en fait. Et puis, mais 75% du monde, au centre, des pays comme la Russie, la Chine, l'Inde, le monde arabe, c'est ce qu'un anthropologue décrirait comme des cultures patrilinéaires, centrées sur les hommes, avec beaucoup plus de sentiments communautaires dans la famille et dans les systèmes nationaux. Et donc, et l'Afrique aussi, la plus grande partie de l'Afrique. Et l'Occident n'a pas compris que cette guerre, dans cette guerre, beaucoup de sensibilités conservatrices, anti-occidentales, etc., du monde, pouvaient beaucoup plus facilement s'identifier à la Russie conservatrice et autoritaire de Poutine, plutôt qu'aux fantaisies culturelles du monde occidental. Et pourtant, l'Occident soutient un peuple, l'Ukraine, Oui. Et qui a fait l'admiration de tous par justement sa résilience et sa mobilisation. Et est-ce qu'on n'a pas sous-estimé ces forces-là et par là même la force du sentiment national? Alors, ça a été, je dirais, la grande surprise et la grosse erreur de Poutine. C'est-à-dire qu'à la veille de la guerre d'Ukraine, l'Ukraine était décrite pas du tout comme une démocratie naissante, mais comme ce qu'on appelle un failed state. Un État failli. Qui n'arrive pas à se construire, de la corruption, des oligarques, une diminution de population de 10 ou 15 millions d'habitants. En fait, une société en perdition. Et ce que les Russes n'ont pas été capables d'imaginer, ce que je n'ai pas été capable d'imaginer, c'est qu'une société comme ça, aidée financièrement et techniquement par l'Occident, pouvait trouver dans la guerre un espoir, une façon d'exister. Et c'est pour ça qu'on est, quand on est confronté à ce qui se passe en Ukraine, enfin, moi personnellement, je suis toujours partagé entre un sentiment d'admiration, parce que c'est vrai que ce qui est fait pour l'Ukraine est admirable, mais avec une inquiétude sur une certaine dimension nihiliste. Voyez-moi la thématique du néonazisme ukrainien, je ne suis pas trop là-dedans. Hein. Par contre, l'idée d'un nihilisme, c'est-à-dire d'une fascination de la mort ou d'une capacité de sacrifice, ça c'est un vrai problème. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut intégrer quand on étudie les stratégies militaires ukrainiennes qui, en fait, sont très coûteuses en hommes. On dit toujours que les Russes sacrifient des tas d'hommes. Mais en fait, la réalité sur le terrain, c'est l'inverse. C'est l'Ukraine qui sacrifie des tas d'hommes.